Le murmure feutré des conversations se mêlait au cliquetis élégant de l'argenterie contre les assiettes de porcelaine. Pour Julien, ce bistrot parisien était devenu bien plus qu'un simple lieu de restauration. C'était son sanctuaire, une bulle de paix au cœur du tourbillon impitoyable de sa vie d'entrepreneur. Entre les négociations qui pesaient des millions, les décisions affectant des centaines d'emplois et l'implacable pression qui accompagne ceux qui dirigent de vastes empires, cet établissement discret niché dans le 7e arrondissement représentait le seul endroit où il pouvait simplement exister, sans masque. L'intérieur respirait une élégance discrète, murs couleur ivoire ornés de gravures anciennes représentant des paysages provençaux, nappes d'un blanc immaculé repassées à la perfection, service d'une précision horlogère. Pourtant, ce n'était ni le décor raffiné ni la cuisine gastronomique qui le ramenait ici chaque midi. C'était lui, Raphaël. Il évoluait entre les tables avec une grâce naturelle, presque chorégraphiée. Ses cheveux bruns toujours soigneusement coiffés en arrière, son regard perceptif mais jamais intrusif. Ses yeux noisettes reflétaient une authenticité devenue rare, presque précieuse. Il ne ressemblait en rien aux autres serveurs que Julien avait croisés dans les établissements huppés de la capitale, ceux qui affichaient des sourires de commande, qui considéraient les clients comme de simples portefeuilles ambulants. Raphaël possédait quelque chose de différent, une distinction innée, une classe que l'argent ne peut acheter. La même chose que d'habitude, monsieur Julien ? Demandait-il invariablement, avec ce demi-sourire qui semblait n'appartenir qu'à lui. Vous me connaissez décidément trop bien, Raphaël, répondait Julien, sentant l'étau qui comprimait ses épaules se desserrer instantanément. Son déjeuner ne variait jamais, magret de canard aux figues, pommes sarladaises et un verre de Bordeaux millésimé. Raphaël n'avait jamais besoin de noter la commande. Il connaissait ses préférences culinaires mieux que lui-même. Leurs échanges restaient brefs, professionnels, mais imprégnés d'une chaleur tacite que Julien avait appris à chérir. Raphaël s'enquérait de sa matinée. Julien demandait si tout se passait bien au restaurant. Rien d'extraordinaire en apparence, et pourtant ces quelques mots échangés constituaient pour lui le seul instant d'authenticité dans une journée autrement saturée de faux semblants et de calculs stratégiques. Raphaël ne le regardait pas comme le titan industriel dont la photo s'étalait régulièrement dans les Échos ou le Figaro Économie. Pour lui, Julien était simplement l'homme de la table 8 qui appréciait sa viande rosée et laissait toujours un pourboire généreux mais discret. Et Julien, de son côté, voyait en Raphaël une personne vraie, dont le sourire n'avait pas de prix et dont la gentillesse jaillissait spontanément, sans arrière-pensée commerciale. Cependant, une fois par mois, cette tranquillité se trouvait balayée comme feuille morte par un vent d'automne. C'était un rituel immuable, le dîner mensuel avec sa fiancée, Camille, et ses parents, Monsieur Henri et Madame Véronique. Même établissement, même table, mais l'atmosphère se métamorphosait radicalement. L'air auparavant léger et accueillant devenait lourd, oppressant, saturé de convenances glaciales et d'attentes non formulées. La première chose que Julien remarquait était l'absence de Raphaël. Ces soirs-là, il ne travaillait jamais. À sa place officiait Marcel, un serveur plus âgé, compétent certes, mais dénué de cette étincelle humaine qui rendait Raphaël si particulier. Julien s'était enquis de lui une fois. « C'est son jour de repos », avait répondu Marcel d'un ton expéditif, coupant court à toute question supplémentaire. Une coïncidence trop parfaite pour être fortuite, mais Julien, accaparé par ses efforts pour impressionner la famille de sa future épouse, n'y avait pas accordé trop d'importance. Camille incarnait l'élégance parisienne dans toute sa splendeur. Magnifique, cultivée, dotée d'un sourire capable de désarmer des régiments entiers. Julien l'aimait, ou du moins aimait-il l'idée qu'il se faisait d'elle. Il appréciait la façon dont elle semblait compléter son existence, comme si elle ajoutait cette patine de raffinement qu'il avait l'impression, malgré sa fortune, de ne pas tout à fait posséder. Ses parents, Henri et Véronique, appartenaient à l'ancienne aristocratie parisienne et veillaient à ce que chacun le sache dans les 5 premières minutes de conversation. Henri était grand, se tenant rigidement droit, le regard semblant évaluer constamment la valeur nette de chaque personne qu'il rencontrait.
Véronique personnifiait la grande bourgeoise française, collier de perles authentiques, robe en soie griffée et une aura de supériorité à peine voilée. Et puis le spectacle commençait. « Ah, mais bien sûr !» lançait Henri à Camille après les entrées. « Tu te souviens de cette anecdote concernant notre cousin en Bourgogne? C'est absolument extraordinaire. » Et le rideau tombait. La conversation glissait vers un anglais rapide et fluide, isolant complètement Julien. Il ne comprenait pas un traître mot. Il ne pouvait que sourire, hocher la tête et tenter de déchiffrer le langage corporel. Les regards complices échangés entre les trois convives, les rires étouffés de Véronique, les gestes expansifs d'Henri, le rire cristallin de Camille. Ils ne conversaient pas simplement. Ils établissaient une connexion à un niveau qu'ils ne pourraient jamais atteindre, et cela semblait délibéré. De temps à autre, Camille se tournait vers lui, posant une main sur la sienne. « Ne t'inquiète pas, mon chéri, ce ne sont que des bavardages familiaux. Papa raconte une histoire à propos d'un domaine viticole, disait-elle d'une voix qui sonnait comme une réplique apprise par cœur. Mais Julien n'était pas stupide. Il avait bâti un empire à partir de rien grâce à sa capacité à décrypter les gens. Il percevait la différence entre une conversation anodine et l'éclat dans les yeux d'Henri lorsqu'il le regardait et prononçait quelque chose qui faisait rire Véronique derrière sa serviette. Il se sentait comme un objet exposé dans une vitrine, une curiosité dont on discutait ouvertement, protégé par leurs barrières linguistiques. Cette sensation était humiliante. Un nœud d'impuissance se formait dans son estomac. « Pourquoi ne parlez-vous pas français pour que je puisse participer ?» avait-il demandé à Camille un soir, pendant le trajet en voiture vers leur domicile. « Je me sens complètement exclu. » Camille avait soupiré longuement, comme si sa question constituait un fardeau. « Julien, mon trésor, tu es beaucoup trop susceptible. C'est leur langue maternelle, après tout. Parfois les mots coulent simplement plus naturellement ainsi. Cela n'a rien à voir avec toi personnellement. Ce ne sont que des affaires familiales, de vieilles histoires ennuyeuses qui ne t'intéresseraient pas. » Il voulait la croire, désespérément. Il contemplait son visage parfaitement beau sous les lumières de la ville et s'efforçait d'étouffer ses doutes. Il l'aimait, il allait l'épouser. C'était la famille qu'il avait choisie. Et si le prix à payer pour cette vie parfaite était de se sentir idiot une fois par mois, peut-être cela en valait-il la peine. Du moins, c'était ce qu'il continuait à se répéter, tandis que l'écho des rires en anglais résonnait encore dans ses oreilles. Un rappel constant qu'à cette table, il était et resterait peut-être toujours un étranger. La nuit tomba sur Paris, apportant avec elle cette tension familière que Julien connaissait trop intimement. C'était le 3e jeudi du mois, le soir du dîner. Tandis qu'il ajustait le nœud de sa cravate devant le miroir de l'entrée, il apercevait derrière lui le reflet de Camille, occupée à fixer une boucle d'oreille en diamant qu'il lui avait offerte pour son anniversaire. Elle était éblouissante, dans une robe en soie bleu nuit qui mettait en valeur la couleur de ses yeux. « Tu es prêt, mon amour ?» demanda-t-elle, la voix douce comme du velours. « Toujours prêt pour toi », répondit-il, forçant le sourire qu'elle attendait. Le trajet jusqu'au restaurant fut ponctué par la conversation légère de Camille concernant les préparatifs du mariage, le château en Normandie, les arrangements floraux, la liste d'invités qui semblait principalement composée de parents et amis lointains de sa famille. Julien se contentait d'acquiescer, l'esprit déjà préparé à l'épreuve qui l'attendait. Il aimait Camille, mais détestait ses soirées, détestait cette impression d'être un accessoire coûteux, exhibé mais jamais véritablement inclus. En pénétrant dans le restaurant, ils furent accueillis par le maître d'hôtel qui les guida vers leur table habituelle, la meilleure, avec vue sur le petit jardin intérieur éclairé par des lanternes tamisées. Henri et Véronique étaient déjà installés, flûte de champagne en main, affichant l'assurance d'un couple royal sur son trône. S'ensuivirent les politesses d'usage, les bises dans l'air, les sourires de circonstance. Marcel, le serveur habituel, était absent. À sa place, un jeune homme visiblement nerveux s'approcha. « Bonsoir, malheureusement Marcel est souffrant ce soir. C'est moi qui m'occuperai de vous, » dit-il, manquant presque de trébucher en distribuant les menus. Henri le congédia d'un geste à peine perceptible. « Apportez-nous une autre bouteille du même champagne. » Julien ressentit une pointe de déception.
Au moins, la présence familière de Marcel constituait une constante. Maintenant même, cela avait changé. Il se prépara à l'isolement linguistique, à la longue soirée de sourires vides. Mais le jeune serveur revint, non pas avec le champagne, mais avec une expression contrite. « Pardonnez-moi, messieurs, dames, mais mon collègue va prendre votre table. Il a plus d'expérience avec la cave. » Et comme surgi d'un rêve, Raphaël apparut. Le cœur de Julien fit un bond. Un soulagement authentique et chaleureux l'envahit. Le voilà, son oasis de normalité, dans le même uniforme noir impeccable, le même sourire discret aux lèvres. Leurs regards se croisèrent brièvement et il perçut un éclair de surprise dans les siens également. « Raphaël, quelle agréable surprise! J'ignorais que vous travailliez le soir, » dit Julien, le ton plus animé qu'il ne l'avait été de toute la journée. « Parfois, lorsqu'on a besoin de moi, » répondit Raphaël, la voix calme et professionnelle. « C'est un plaisir de vous revoir, monsieur Julien, et bonsoir à tous. » Tandis qu'il distribuait les menus avec une efficacité silencieuse, Camille lança un regard curieux à Julien, un sourcil parfaitement arqué. « Vous vous connaissez ? Raphaël s'occupe de mes déjeuners ici. C'est le meilleur, » expliqua Julien, se sentant étrangement fier. Pendant un instant, le dîner sembla différent. La présence de Raphaël apportait un réconfort, un pont vers son univers familier. Il prit les commandes de boissons avec sa grâce habituelle. Mais Julien, observateur attentif par nature, remarqua quelque chose, une rigidité inhabituelle dans ses épaules qu'il n'avait jamais vue auparavant. Le sourire n'atteignait pas complètement ses yeux, il semblait tendu. Ce fut au moment où les plats principaux furent servis que l'inévitable se produisit. Henri, après avoir savouré une gorgée du pomerol onéreux, s'essuya les lèvres avec la serviette en lin et se tourna vers Véronique. « So, darling, the news from the solicitor is quite promising », commença-t-il en anglais. Et ce fut comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Le visage de Raphaël, qui se penchait pour verser l'eau à Julien, perdit toute couleur. Ce fut un changement subtil, mais pour Julien qui l'observait, ce fut comme voir une statue se fissurer. Sa main tenant la carafe d'argent trembla pendant une fraction de seconde. Il se redressa brusquement, murmura un « Excusez-moi » et s'éloigna de la table presque trop rapidement. La conversation en anglais dominait maintenant la table. Véronique répondait à Henri, gesticulant avec élégance. Camille intervenait, riant de quelque chose que son père avait dit. Julien se retrouvait une fois de plus sur son île solitaire, mais cette fois son attention n'était pas fixée sur eux. Elle était sur Raphaël. Il l'avait repéré de l'autre côté de la salle, près du bar, feignant de polir des verres. Ses mouvements étaient mécaniques, le regard perdu dans le vide. Il était pâle comme un fantôme. Que s'était-il passé ? Avait-il dit quelque chose d'inapproprié ? Peut-être se sentait-il mal. L'inquiétude commença à éroder les contours de sa propre humiliation. Il tenta de capter son attention, mais Raphaël semblait éviter activement de regarder dans la direction de leur table. Le dessert fut commandé, crème brûlée pour les dames et fondant au chocolat pour les hommes. Raphaël apporta les assiettes, les mains maintenant visiblement tremblantes. Il déposa celle de Julien devant lui sans un mot, sans le traditionnel « bon appétit ». Ses yeux restaient baissés, concentrés sur sa tâche avec une intensité désespérée. « Veuillez m'excuser », dit Julien en repoussant sa chaise. « Je dois me rendre aux toilettes. » Le soulagement de fuir cette table, ne serait-ce que quelques minutes, était immense. Il traversa le couloir menant au sanitaire, le son du piano et des conversations s'évanouissant derrière lui. Le corridor était faiblement éclairé, décoré de photographies en noir et blanc de la Provence. Il était silencieux et désert, alors qu'il n'était plus qu'à quelques pas de la porte, une ombre bougea. Une main saisit son bras avec une force surprenante. Il se retourna vivement, le cœur battant la chamade, et se retrouva face à face avec Raphaël. Ses yeux, normalement si calmes et bienveillants, étaient écarquillés, emplis d'une émotion qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Peur, urgence, panique. « Julien », chuchota-t-il. L'utilisation de son prénom sans le « monsieur » le choqua autant que la poigne sur son bras. Sa voix était un souffle tremblant. « Écoutez-moi attentivement. Ne retournez pas à cette table. Vous devez partir. Vous devez partir immédiatement. »
Julien resta sans voix, fixant son visage, la sincérité terrifiée dans ses yeux. « Raphaël, que se passe-t-il? Vous allez bien ?» Il secoua la tête avec impatience, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule comme s'il craignait d'être entendu. « Il n'y a pas de temps pour tout expliquer. Vous devez simplement me faire confiance. S'il vous plaît, vous faire confiance? Pourquoi? Qu'est-ce que... » Il l'interrompit, la voix descendant encore plus bas mais acquérant un fil d'acier. « Mon père est britannique. J'ai grandi en parlant anglais à la maison. Je le parle couramment. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots se déposer. J'ai compris absolument tout ce qu'ils ont dit, chaque mot, et ce n'était pas des bavardages familiaux. Ses yeux se remplirent de larmes, mais sa voix demeura ferme. Il parlait de vous. Les mots de Raphaël flottèrent dans l'air raréfié du corridor, plus dévastateur qu'un cri. Il parlait de vous. Le cerveau de Julien luttait pour traiter l'information, pour connecter l'homme terrorisé devant lui avec le serveur serein qui lui servait son déjeuner quotidien. Le son du piano, auparavant un baume, semblait maintenant une bande-son moqueuse, provenant de la salle où la mascarade se poursuivait. « Quoi? Parler de quoi ?» parvint-il à demander. La voix rauque. « Camille ne ferait jamais... Vous devez vous tromper. » C'était un réflexe, une défense désespérée du monde qu'il avait construit avec tant de soin. Les yeux de Raphaël brillèrent d'une urgence féroce. « Julien, je vous en prie, nous n'avons pas de temps. Quelqu'un pourrait sortir d'un instant à l'autre. » Il regarda anxieusement des deux côtés, sa paranoïa devenant contagieuse. « Venez avec moi, vite !» Sans attendre de réponse, il l'entraîna à travers un couloir de service, poussant une porte métallique qui les engloutit dans un univers complètement différent. L'air frais et parfumé du restaurant fut remplacé par une vague de chaleur, l'odeur d'ail, de beurre, de métal chaud et une cacophonie de casseroles qui s'entrechoquaient, d'ordres criés et le bourdonnement de hautes aspirantes industrielles. Ils étaient dans les cuisines. Pour Julien, c'était comme traverser un portail. Lui qui ne connaissait que la façade polie de la salle à manger se retrouvait maintenant en coulisses, là où la magie était créée à coups de sueur et de flammes. Raphaël le guida entre des chefs en toque blanche et des assistants pressés qui remarquèrent à peine la présence de l'homme en costume. Il le mena dans un coin plus retiré, près de la porte d'une chambre froide industrielle où des cagettes de légumes frais étaient empilées. Là, le bruit était légèrement atténué et il se trouvait enveloppé dans une semi-intimité créée par le désordre organisé. Raphaël lâcha enfin son bras, mais son regard le maintenait captif. Il respira profondément, comme s'il rassemblait le courage de prononcer une sentence. « Il vous appelle le foule français », dit-il, les mots anglais sonnant comme du poison. « L'idiot stupide ». Julien sentit un coup de poing dans l'estomac. Ce surnom expliquait tout, les sourires contenus, les regards de travers, la condescendance voilée. Ce n'était pas simplement une barrière linguistique, c'était un mur de mépris. Il portait un toast, continua Raphaël, la voix tremblante d'indignation contenue. Un toast au succès du plan. Henri se vantait de votre facilité à manipuler. Il a dit que votre besoin désespéré d'avoir une famille vous avait rendu aveugle, que vous croiriez n'importe quelle histoire qu'il vous raconterait. Chaque mot était un éclat de verre qui lacérait les souvenirs heureux qu'il chérissait. Il se rappela la première fois qu'il avait rencontré les parents de Camille, tous les efforts qu'il avait déployés pour les impressionner, le soulagement qu'il avait ressenti quand il semblait l'accepter. Il voyait maintenant cette acceptation pour ce qu'elle était réellement, l'évaluation d'une cible. Un plan? Quel plan? Demanda Julien, même si une partie de lui, cette partie instinctive qu'il avait rendue maître dans les affaires, était déjà en train de connecter les points à une vitesse alarmante. « Le mariage », dit Raphaël, ses yeux luisants de compassion. « Il ne s'agit pas de vous, Julien, il s'agit de votre argent. Tout, Camille, c'est elle qui a tout orchestré. Elle s'est rapprochée de vous dans ce seul but? Non. » Le mot hurla dans sa tête, mais ne parvint pas à franchir ses lèvres. Pas sa Camille. La Camille qui le réconfortait après une journée difficile. La Camille qui murmurait des projets sur leur avenir dans l'obscurité de la nuit. La Camille dont le visage était la première chose qu'il voulait voir chaque matin. Comme s'il lisait dans ses pensées, Raphaël poursuivit: «
la voix maintenant ferme, exposant la vérité crue et nue. Leur plan est de finaliser le mariage, de vous emmener en Angleterre pour la lune de miel. Là-bas, ils ont un avocat, un cousin éloigné, qui a préparé une série de documents. Ils ont l'intention de vous les faire signer, prétendant qu'il s'agit de formalités pour acheter une résidence secondaire dans les Cotswolds, un cadeau de mariage de leur part. Julien sentit l'air devenir rare. Il se souvenait de cette conversation. Camille en avait parlé négligemment quelques semaines auparavant. Le rêve d'avoir une maison en Angleterre, près de sa famille. Il avait trouvé cela romantique, un geste d'union. Ces documents, dit Raphaël en avalant difficilement, sont en réalité des procurations et des transferts d'actifs. Ils donnent à Henri le contrôle total de vos principaux comptes d'investissement et propriétés. Ils utiliseraient la barrière linguistique et votre confiance en elle pour vous faire signer votre propre ruine financière. Ils riaient de l'ironie poétique qu'il y aurait à vous dépouiller de tout sur leur terre natale en utilisant leur langue même comme arme. Le monde de Julien bascula, puis se fracassa. Le bruit des cuisines disparut, remplacé par un bourdonnement aigu dans ses oreilles. Chaque moment de leur relation défia devant ses yeux dans un flash douloureux. La première rencontre qu'il pensait due au hasard. La rapidité avec laquelle elle avait dit « je t'aime ». L'insistance à connaître la structure de ses affaires par curiosité. La façon dont elle le dissuadait toujours d'engager des traducteurs ou avocats indépendants pour ses affaires en Europe, insistant que son père pouvait tout gérer. Tout n'était qu'un mensonge, une mise en scène magnifique et cruelle. L'amour qu'il ressentait, les fondations sur lesquelles il construisait son avenir, n'étaient que sable mouvant, et il s'enfonçait, souriant, tandis que l'architecte de sa destruction lui tenait la main. Les dîners mensuels. Mon Dieu, les dîners mensuels. Ce n'étaient pas des traditions familiales, c'étaient des réunions de conseil d'administration, des sessions stratégiques où lui seul était à l'ordre du jour. Le projet à finaliser, le trophée à conquérir. Il était l'invité d'honneur à sa propre exécution. Il s'appuya contre la paroi froide de la chambre réfrigérée, le froid qui s'infiltrait dans sa veste coûteuse, mais pas aussi glacial que la glace se formant dans son cœur. Il regarda Raphaël, le serveur qu'il connaissait à peine, la seule personne dans cette salle qui lui avait dit la vérité. Dans ses yeux, il ne voyait pas de pitié, mais une force silencieuse, une solidarité inattendue. « Pourquoi ?» parvint-il à dire, la voix lui manquant. « Pourquoi me dites-vous cela ?» Raphaël détourna le regard un instant vers une casserole en cuivre accrochée au mur. « Mon père a vécu quelque chose de similaire. Une femme l'a dupé, lui a tout pris, a détruit notre famille. C'était un homme bon, confiant comme vous. Je vois la même bonté en vous chaque fois que vous venez déjeuner. Je ne pouvais pas rester là à regarder la même histoire se répéter. Personne ne mérite ça. » Il ferma les yeux. L'image du visage souriant de Camille était gravée sur ses paupières. Mais maintenant, le sourire semblait différent, prédateur, faux. L'amour se transforma en cendre dans sa bouche. La douleur était accablante, une vague menaçant de le noyer. Mais sous la douleur, quelque chose d'autre commença à bouillonner, quelque chose d'ancien et de familier. La même détermination d'acier qui l'avait sorti de la pauvreté et l'avait hissé au sommet du monde. La douleur ne le noierait pas. Elle se transformerait en carburant. Ils l'appelaient stupide, ils allaient découvrir à quel point il se trompait terriblement. Le bourdonnement dans la tête de Julien laissa place à une clarté glaciale et terrifiante. L'homme qui était descendu dans le couloir des toilettes n'était pas le même que celui qui se tenait maintenant dans le coin bruyant des cuisines. Cet homme était un fiancé heureux, un futur gendre. Ce nouvel homme était un général sur un champ de bataille dont il ignorait l'existence, et il venait de recevoir la carte du territoire ennemi. Il regarda Raphaël, et la gratitude qu'il ressentit fut aussi écrasante que la trahison. Il n'était pas seulement un serveur, il était son seul allié. « Je dois retourner là-bas », dit Julien, la voix étonnamment stable. « Je ne peux pas les laisser savoir que je sais. Pas encore. » Raphaël l'étudia, l'inquiétude authentique marquant son visage. « Vous êtes sûr? Vous n'avez pas à affronter cela seul. Vous pourriez simplement partir. » Il secoua la tête, une ombre traversant ses yeux.
Partir? Non, ils ne disparaîtront pas simplement. Ils reviendront d'autres façons. Et ils m'ont pris quelque chose, Raphaël, ma confiance, mon bonheur. Je ne vais pas leur offrir cela sur un plateau. Il respira profondément, l'air chaud des cuisines remplissant ses poumons. J'ai besoin de votre aide. Vous êtes la seule personne en qui je peux avoir confiance maintenant. Tout ce que vous avez pu entendre, n'importe quel détail, aussi petit soit-il. L'avocat, dit Raphaël promptement, son esprit retournant à la conversation à la table. Henri l'a mentionné par son nom. C'est un nom inhabituel. Je l'ai noté sur une serviette. Il plongea la main dans la poche de son tablier et en sortit un petit morceau de papier froissé, le lui tendant comme s'il s'agissait d'un secret d'État. Julien prit la serviette. Le nom inscrit là était la première pièce tangible de sa contre-offensive, la première munition pour sa guerre silencieuse. « Merci, Raphaël. Vous ne savez pas à quel point cela compte. Soyez prudent, Julien, murmura-t-il. Ils sont dangereux. Je sais, répondit-il. Et pour la première fois ce soir-là, un sourire fantôme toucha ses lèvres. Mais moi aussi, je peux l'être. Retourner à la table fut la marche la plus longue de sa vie. Chaque pas était un acte de volonté. Il pouvait sentir les regards des autres clients, le son du piano, l'odeur de la nourriture, mais tout semblait distant, comme s'il regardait un film de sa propre vie. Quand il s'approcha de la table, Camille se retourna, un sourire parfaitement inquiet sur son visage. « Mon chéri, tu en as mis du temps. Nous étions inquiets. Tu es pâle. Tout va bien ?» Julien prit sa main, le contact de sa peau, lui envoyant maintenant un frisson répulsif le long du bras, mais il força son visage à s'adoucir en une expression de tranquillité. Il s'assit et la regarda Henri et Véronique. Il vit leur visage comme pour la première fois, les rides d'avidité autour des yeux de son futur beau-père, la satisfaction présomptueuse dans le sourire de sa future belle-mère, et, le pire de tout, le calcul froid derrière le regard aimant de sa fiancée. « Je vais bien, mon amour, juste un petit malaise, » mentit-il doucement. « Je pense que c'était l'émotion de la soirée, tous nos projets qui se concrétisent, mais je vais parfaitement bien maintenant. En fait, je ne me suis jamais senti mieux. » Le dîner se termina par des toasts à l'avenir, au mariage, à la nouvelle famille. Julien leva son verre, ses yeux rencontrant ceux d'Henri. Il sourit. Un sourire qu'ils interprétèrent comme du bonheur naïf, mais qui était en réalité une promesse silencieuse de règlement de compte. Dans les jours qui suivirent, Julien devint le plus grand acteur de sa vie. Pour Camille et sa famille, il était le fiancé dévoué de toujours, peut-être même davantage. Il accéléra les conversations sur les préparatifs, se montra enthousiaste à propos de la maison en Angleterre, validant leurs plans à chaque étape. Entre-temps, sa vie secrète commençait. Ses rencontres avec Raphaël étaient clandestines et méticuleusement planifiées. Loin du restaurant, il se retrouvait dans des cafés anonymes de l'autre côté de la ville, sur des bancs de parc à l'ombre de vieux marronniers. Lors de ces rencontres, la dynamique entre eux changea. Ils n'étaient plus clients et serveurs, mais stratèges, partenaires dans une conspiration juste. Leur langue a été l'arme qu'ils ont choisie, dit Julien lors d'une de leurs rencontres, la vapeur de son espresso montant entre eux. Je veux comprendre cette arme, je veux savoir ce qu'ils disent. Et ainsi Raphaël devint son professeur. Les leçons d'anglais commencèrent. Ce n'étaient pas des leçons formelles avec livres et grammaire, mais plutôt des cours de survie. Il lui enseigna les phrases clés, les insultes qu'il pourrait utiliser, les termes financiers et juridiques. À chaque mot appris, il sentait un morceau de son pouvoir revenir. Apprendre la langue de ces traîtres était un acte de défi, une façon de voler l'avantage qu'il croyait posséder. Il pratiquait sans relâche, sa prononciation s'améliorant chaque jour, porté par une motivation qu'aucun cours de langue n'aurait pu offrir. Pendant ce temps, Julien mit en mouvement ses vastes ressources. Il passa un appel à un homme qu'il n'avait pas contacté depuis des années, le meilleur détective privé du pays, le plus discret. « J'ai un travail pour vous », dit Julien au téléphone, la voix dénuée d'émotion. « J'ai besoin de tout sur un homme nommé Henri Beaumont et son associé juridique en Angleterre. » Il épela le nom que Raphaël lui avait donné. « Ne laissez rien au hasard.
Je veux connaître chaque compte bancaire, chaque affaire ratée, chaque ennemi qu'il s'est fait. Je veux les squelettes de tous les placards. » Raphaël, de son côté, devint ses yeux et ses oreilles. Henri et Véronique, sentant la victoire proche, devinrent imprudents. Ils continuaient à déjeuner au restaurant, discutant ouvertement des détails finaux de leur stratagème en anglais, directement devant le serveur qu'ils considéraient comme partie du mobilier. Le cœur battant, Raphaël commença à les enregistrer. Utilisant un petit enregistreur numérique à activation vocale dans sa poche, il capturait des fragments de conversation pendant qu'il servait le café ou nettoyait la table adjacente. C'étaient des pièces d'un puzzle terrifiant, nom de banque, date de transfert, rire sur la naïveté de Julien. Les semaines se transformèrent en mois. Le dossier de Julien grossissait chaque jour. Les rapports du détective commencèrent à arriver, dépeignant un tableau sinistre d'Henri, une traînée de partenaires commerciaux ruinés et de procès étouffés à travers l'Europe. C'était un prédateur financier professionnel. Les enregistrements de Raphaël étaient encore plus incriminants, fournissant l'intention et la méthode dans leur propre voix arrogante. Un après-midi, sur un banc de parc avec les feuilles d'automne tombant autour d'eux, Julien et Raphaël passaient en revue l'épreuve. Il écouta la voix de Camille dans un des enregistrements, riant avec sa mère de la robe de mariée coûteuse que Julien payait. « C'est le minimum que cet imbécile puisse faire, » disait-elle. « Un petit prix pour l'empire qu'il est sur le point de nous livrer. » À ce moment, tout résidu de douleur dans le cœur de Julien se cristallisa en un dessin pur et dur. Il regarda Raphaël, dont le courage silencieux avait rendu tout cela possible. « C'est le moment, » dit-il. « Il est temps d'organiser le dernier dîner. » Lorsque les portes du restaurant se refermèrent derrière les policiers et la famille brisée qu'il avait failli appeler sienne, un silence profond et lourd s'empara de la salle. Les quelques clients restants furent discrètement reconduits. Le son du piano ne revint pas. Pour la première fois, Julien se trouvait dans cet endroit sans le bruit de fond du bonheur fabriqué. Il ne restait que lui, Raphaël, et les débris invisibles d'une vie qui n'avait jamais existé. Il demeura debout près de la table vide, fixant l'endroit où Camille avait été assise. Sa flûte de champagne était encore à moitié pleine, les bulles montant lentement à la surface, indifférente au drame qui s'était déroulé. L'adrénaline qui l'avait soutenue toute la soirée commença à se dissiper, laissant derrière elle un vide vaste et douloureux. Ce n'était pas la douleur aiguë de la trahison initiale, mais une souffrance sourde, le deuil d'un amour qu'il comprenait maintenant avoir été une illusion. Raphaël s'approcha silencieusement, non pas comme un employé, mais comme une sentinelle. Il ne dit rien, resta simplement à une distance respectueuse, sa présence une encre de réalité dans cette mer de chaos. « C'est fini », dit Julien, plus à lui-même qu'à Raphaël. Le mot sonnait creux dans la salle déserte. « Oui », répondit-il doucement, « c'est fini ». Julien se tourna finalement pour le regarder. La lumière tamisée de l'établissement jetait des ombres sur son visage, mais il pouvait voir la force et la compassion dans ses yeux. À cet instant, il réalisa l'ampleur du risque qu'il avait pris pour lui. Lui, un serveur, avait affronté une famille riche et retorse pour un homme qui jusqu'alors n'était qu'un client. « Raphaël, commença-t-il. Mais les mots semblaient insuffisants, banals. Dire merci semblait une insulte à son courage. « Je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez tout risqué. Vous n'avez rien à dire, Julien, dit-il. J'ai fait ce que toute personne décente aurait dû faire. La décence ne devrait pas nécessiter de remerciements. » Il fit un pas vers lui. « Mais elle en a besoin. Vous ne m'avez pas seulement sauvé de perdre mon argent. Vous m'avez évité de devenir un fou pour le reste de ma vie. Vous m'avez offert la vérité, et cela n'a pas de prix. » Il marqua une pause, l'émotion lui serrant la gorge. « J'ai l'impression de m'être réveillé d'un coma de 2 ans. » Le lendemain matin, un soleil printanier pâle illuminait Paris. Julien n'avait pas dormi. Il avait passé la nuit éveillé, non pas à ressasser le passé, mais à contempler pour la première fois depuis longtemps un avenir qui était une toile vierge. Au matin, il n'appela pas ses assistants ou avocats. Sa première étape fut chez un fleuriste de quartier, loin des boutiques de luxe qu'il fréquentait habituellement. Il choisit lui-même les fleurs,
un bouquet énorme et luxuriant de tournesols, si plein de vie et d'honnêteté qu'il semblait irradier chaleur. Il conduisit jusqu'à l'adresse que Raphaël lui avait donnée, un immeuble simple et soigné dans un quartier tranquille de la ville. Lorsqu'il ouvrit la porte, il portait un jean et un t-shirt simple, ses cheveux détachés sur ses épaules. Sans l'uniforme, il semblait plus jeune, plus réel. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant la taille du bouquet. « Des tournesols », murmura-t-il, un sourire authentique s'épanouissant sur son visage. « Comment l'avez-vous su ? Je ne le savais pas, » admit Julien. « Mais il me semblait juste, comme vous. » Il l'invita à entrer. L'appartement était petit, mais accueillant, rempli de livres et de plantes. Il n'y avait pas de prétention, juste le confort d'un vrai foyer. Ils s'assirent dans la petite cuisine, le bouquet dominant la table entre eux, et burent du café. Là, loin du luxe artificiel de sa vie, Julien se sentit plus chez lui qu'il ne l'avait jamais été dans sa villa. « Je vous ai toujours observé pendant les déjeuners », avoua Raphaël en remuant son café. « Vous sembliez seul, même au sommet du monde. Vous sembliez porter un fardeau. Quand je les ai entendus parler de vous de cette façon, avec tant de mépris pour votre nature confiante, j'ai ressenti une colère qui m'a surpris. Ils voyaient votre bonté comme une faiblesse à exploiter. Moi, je la voyais comme votre plus grande force. » Ces mots le touchèrent profondément. Personne, pas même Camille, n'avait jamais regardé au-delà de sa richesse pour voir l'homme en dessous. L'alliance forgée dans la crise commença à se transformer en quelque chose de plus profond, de plus silencieux. La gratitude laissa place à l'admiration à l'affection. Ils commencèrent à se voir, non pas pour des dîners coûteux ou des galas mondains, mais lors de promenades dans le parc, de visites au musée les jours d'entrée gratuite, de projections dans un vieux cinéma qui passait des films classiques. Julien découvrit la joie des choses simples, la paix d'une conversation sans agenda caché. Avec Raphaël, il pouvait parler de ses peurs, de ses espoirs, du garçon pauvre qu'il avait été avant de bâtir son empire. Il pouvait être vulnérable. Il lui demanda de continuer à lui enseigner l'anglais. La langue, qui avait été un symbole de son exclusion, devint leur langage intime. Ils riaient de ses erreurs de prononciation. Et Raphaël écrivait des mots sur des serviettes pour lui, non pas avec des noms d'avocats frauduleux, mais avec des termes d'affection. My heart, my joy, my love. Des mois plus tard, par une douce soirée d'automne, ce fut Julien qui l'invita à dîner. « Je connais un endroit », dit-il avec une lueur dans le regard. Il l'emmena de nouveau au restaurant. L'endroit était le même, mais tout était différent. Le maître d'hôtel les accueillit avec un respect renouvelé. Ils ne s'assirent pas à la grande table ostentatoire d'avant, mais dans un coin intime et discret pour deux. Lorsque le serveur vint prendre la commande, Julien regarda Raphaël, sourit, et dans un anglais impeccable et fluide, commanda les plats préférés de chacun et une bouteille du meilleur vin. Le serveur s'éloigna, impressionné. Raphaël le regardait, ses yeux brillants à la lueur des bougies. « Votre prononciation est parfaite, dit-il. »« J'ai eu le meilleur professeur, » répondit-il en prenant sa main sur la table. Le contact n'était plus répulsif, mais électrique, plein de promesses. « Je voulais venir ici ce soir pour remplacer un mauvais souvenir par un beau. Cet endroit n'est plus la scène d'une fin, c'est la scène de notre commencement. » Il leva son verre. « À une vie sans mensonge. À une vie de vérité. »« À la vérité, » répondit Raphaël, leur verre tintant doucement. Le son résonna dans le restaurant, non pas comme un rappel à l'ordre ou une annonce de trahison, mais comme le début d'une nouvelle musique, leur musique.